Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue pour ce nouvel épisode de Au coin du feu. Et aujourd'hui, on continue avec la cosmogonie d'Urantia, ou livre d'Urantia, je précise, vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est un bon gros pavé de plus de 2500 pages. Là, on va parler de ce troisième chapitre sur Adam et Ève planétaires. Et là, c'est le fascicule 75. Pour ceux qui ont le livre, c'est page 839. On parle de la faute d'Adam et Ève. C'est parti, un plaid bien chaud, une boisson chaude, et c'est parti pour notre moment de lecture. C'est parti, fascicule 75, la faute d'Adam et Ève. Après plus de 100 ans d'efforts sur Urantia, Adam ne pouvait constater que très peu de progrès à l'extérieur du jardin. Le monde en général ne semblait guère s'améliorer, l'amélioration de la race paraissait bien lointaine, et la situation semblait désespérée au point de nécessiter un remède non prévu dans les plans originaux. Du moins, c'est ce qui traversait souvent le mental d'Adam. Il en fit bien des fois par Ève. Adam et sa compagne étaient loyaux, mais ils étaient isolés de leurs semblables et très affligés du triste état de leur monde. Petit 1. Le problème d'Urantia. Alors attendez, est-ce que j'enchaîne les lectures là quand je vous fais ces contenus? Comme ça ma voix elle va mieux porter quand je vous fais la lecture. Allez, c'est parti. 1. Le problème d'Urantia. La mission adamique sur Urantia, planète expérimentale déchirée par la rébellion et isolée, était une entreprise formidable. Le fils et la fille matérielle ne tardèrent pas à se rendre compte de la difficulté et de la complexité de leur affectation planétaire. Néanmoins, ils se mirent courageusement à œuvrer pour résoudre leurs nombreux problèmes. Mais quand ils s'attaquèrent au travail majeur d'éliminer les êtres dégénérés et défectueux des lignées humaines, ils furent tout à fait consternés. Ils ne voyaient aucun moyen de sortir du dilemme et ne pouvaient prendre conseil de leurs supérieurs ni de Jérusalem ni sur Edensia. Ils étaient là, isolés, et devant affronter jour après jour quelques imbroglios nouveaux et compliqués, ou quelques problèmes apparemment insolubles. Dans les conditions normales, le premier travail d'un Adam et d'une Ève planétaire eût été de coordonner et de mélanger les races, mais sur Urantia, ce projet semblait à peu près sans espoir, car les races étaient bien prêtes biologiquement, mais n'avaient jamais été débarrassées de leur lignée retardataire et défectueuse. Adam et Ève se trouvaient sur une sphère qui n'était aucunement préparée pour la proclamation de la fraternité des hommes, un monde tâtonnant dans une obscurité spirituelle abjecte et affligé d'une confusion rendue pire par l'avortement de la mission de l'administration précédente. Le mental et la morale étaient à un bas niveau et au lieu de pouvoir entreprendre leur tâche d'unification religieuse, le fils et la fille matérielle devaient recommencer complètement la conversion des habitants aux plus simples formes de croyances religieuses au lieu de trouver une langue prête à être adoptée. Ils devaient faire face à la confusion mondiale de centaines et de centaines de dialectes locaux. Nul Adam du service planétaire ne fut jamais attaché à un monde plus difficile. Les obstacles semblaient insurmontables et les problèmes insolubles pour les créatures. Adam et Ève étaient isolés et le prodigieux sentiment de solitude qui s'apesantissait sur eux fut encore accru par le départ assez rapide des administrateurs provisoires Melchizedek. C'est seulement indirectement par le truchement des ordres angéliques qu'ils pouvaient communiquer avec un être quelconque extérieur à la planète. Peu à peu, leur courage allait s'affaiblir, leur entrain se perdait et parfois leur foi était prête à chanceler. Telle est la véritable image de la consternation de ces deux nobles âmes tandis qu'elles réfléchissaient aux tâches qui les confrontaient. Tous deux se rendaient compte avec acuité de l'énorme entreprise qu'impliquait l'exécution de leur affectation planétaire. Il est probable que jamais des fils matériels de Nébaton n'eurent à faire face à une tâche aussi difficile et apparemment désespérée.
qu'Adam et Ève devant la pénible situation d'Urantia. Ils auraient cependant fini par réussir s'ils avaient été plus perspicaces et plus patients. Tous deux, et spécialement Ève, étaient vraiment trop impatients. Ils répugnaient à s'atteler à la longue, très longue épreuve d'endurance. Ils désiraient voir des résultats immédiats, et ils les virent, mais le résultat ainsi acquis se révélèrent les plus désastreux pour eux-mêmes et pour le monde. 2. Le complot de Caligasta. Je vous rappelle, Caligasta, c'est le prince planétaire déchu qui a rejoint la rébellion luciférienne et voilà, qui était le prince planétaire. Caligasta faisait de fréquentes visites au jardin et eut de nombreux entretiens avec Adam et Ève, mais il les trouva intransigeants dans toutes ses suggestions de compromis et de raccourcis aventureux. Il avait devant eux un tableau suffisant des résultats de la rébellion pour être efficacement immunisé contre toutes ces propositions insidieuses. Les ouvertures de Caligasta restaient sans influence. Même les jeunes descendants d'Adam, bien entendu, ni Caligasta ni son associé n'avaient le pouvoir d'influencer une personne quelconque contre sa volonté, et encore moins de persuader les enfants d'Adam de faire du mal. Il faut se rappeler que Caligasta était encore en titre le prince planétaire d'Urantia, un fils dévoyé mais néanmoins élevé de l'univers local. Il ne fut définitivement déposé que lors du passage de Christ Michael sur Urantia. Mais le prince déchu était persévérant et résolu. Il renonça bientôt à convaincre Adam et décida de tenter une perfide attaque de flanc contre Ève. Le malin conclut que son unique espoir de réussite résidait dans l'emploi adroit de personnel qualifié appartenant aux couches supérieures du groupe Nodite, les descendants des anciens associés de son état-major corporel. Il établit ses plans en conséquence pour prendre au piège la mère de la race violette. C'est la race adamique, la race violette, c'est la 6e race. Ève n'eut jamais la moindre intention de faire quoi que ce soit pour desservir les plans d'Adam ou compromettre leur mission planétaire de confiance. Connaissant la tendance des femmes à rechercher le résultat immédiat plutôt que de faire avec prévoyance des plans à effet lointain, les Melchizedek, avant leur départ, avaient spécialement mis Ève en garde contre les dangers spécifiques menaçant leur position isolée sur la planète, et en particulier, ils avaient averti de ne jamais se désolidariser de son mari, c'est-à-dire de ne pas essayer de méthodes secrètes ou personnelles pour faire progresser leur entreprise commune. Ève avait très scrupuleusement suivi ces instructions pendant plus de 100 ans. Il ne lui était pas venu à l'idée qu'un danger s'attachait aux visites dont elle était gratifiée par un chef nodite nommé Serapatassia. Visite de plus en plus privée et confidentielle, toute l'affaire se développa si graduellement et si naturellement qu'Ève fut prise au dépourvu. Les habitants du jardin avaient été en contact avec les Nodites depuis les premiers jours d'Éden. Ils avaient reçu beaucoup d'aide et une précieuse collaboration de ses descendants mixtes, des membres défaillants de l'état-major de Caligasta. Et c'était à travers eux que le régime édénique allait maintenant être complètement ruiné et renversé. La tentation d'Ève, c'est le 3. Adam venait d'achever son premier siècle de séjour sur Terre lorsque Serapatassia, ayant perdu son père, devint chef de la confédération occidentale ou syrienne des tribus nodites. Serapatassia était un homme au teint brun, un brillant descendant de l'ancien chef de la commission de santé à Dalmatia, qui avait épousé une femme de la race bleue douée d'un mental supérieur, un des plus remarquables de ces temps lointains. À travers toutes les générations, cette lignée avait détenu l'autorité et exercé une grande influence sur les tribus nodites occidentales. Serapatassia avait fait plusieurs visites au jardin et avait été profondément impressionné par la droiture de la cause d'Adam. Après avoir pris le commandement des Nodites syriens, il annonça son intention d'établir des attaches avec le travail d'Adam et de Ève au jardin. La majorité de son peuple suivit dans ce programme et Adam fut réconforté par la nouvelle que la plus puissante et la plus intelligente des tribus voisines s'était ralliée presque en bloc au soutien de son programme pour améliorer le monde. C'était nettement encourageant. Peu après ce grand événement, Adam et Ève reçurent Sarapatia
son nouvel état-major dans leur propre maison. Serapatassia devint l'un des lieutenants d'Adam les plus capables et les plus efficaces. Il était entièrement honnête et complètement sincère dans toutes les activités. Il ne fut jamais conscient, même plus tard, que le rusé Caligasta se servait de lui comme d'un instrument accessoire. Bientôt, Serapatassia devint vice-président de la commission édénique des relations tribales et des nombreux plans furent préparés pour poursuivre plus vigoureusement le ralliement des tribus lointaines à la cause du jardin. Il y eut de nombreux entretiens avec Adam et Ève, spécialement avec Ève, où ils discutèrent bien des projets pour améliorer leur méthode. Un jour, durant leur conversation avec elle, Serapatassia eut l'idée qu'en attendant de pouvoir recruter un grand nombre des représentants de la race violette, il serait très utile que quelque chose puisse être fait entre-temps pour le progrès immédiat des tribus, qui demeuraient très dépourvues. Serapatassia soutient que si les Nodites, à la race plus progressive et la plus coopérative, pouvaient avoir un chef qui naissait chez eux avec une partie de sang violet, cela constituerait un lien puissant qui attacherait plus étroitement ces peuplades au jardin. Tout ceci fut sérieusement et honnêtement considéré comme bénéfique pour le monde, puisque l'enfant qui devait être élevé et instruit dans le jardin exercerait une grande influence bénéfique sur le peuple de son père. Il y a lieu de souligner de nouveau que Serapatassia était complètement honnête et totalement sincère dans toutes ses propositions. Jamais il ne soupçonna qu'il jouait le jeu de Caligasta et d'Agasta. Serapatassia était entièrement fidèle au plan constituant à accumuler une forte réserve de la race violette avant de tenter le relèvement à l'échelle mondiale des peuplades confuses du Rancia. Mais cela demanderait des centaines d'années pour être accompli. Il était impatient, il voulait obtenir quelques résultats immédiats, des choses qu'il puisse voir pendant sa vie. Il fit comprendre clairement à Ève qu'Adam était souvent découragé par le peu de résultats qu'ils avaient obtenus pour élever le monde. Pendant plus de 5 ans, les plans furent mûris secrètement. À la fin, ils avaient atteint le point où Ève consentit à avoir un entretien secret avec Cano, le penseur le plus brillant et le chef le plus actif de la colonie voisine des Nodites sympathisants. Cano était très bien disposé envers le régime adamique. En fait, il était le sincère chef spirituel des Nodites des environs qui souhaitait des relations amicales avec le jardin. La réunion fatale eut lieu au crépuscule d'un soir d'automne, non loin de la demeure d'Adam. Ève n'avait encore jamais rencontré le beau et enthousiaste Cano, qui était un magnifique spécimen de survivance du physique supérieur de la remarquable intelligence de ses lointains ancêtres de l'état-major du prince. Cano, lui aussi, croyait entièrement à la droiture du projet de Serapatassia. En dehors du jardin, la polygamie se pratiquait couramment. Influencée par la flatterie, l'enthousiasme et la grande force de persuasion personnelle, Ève consentit, séance tenante, à se lancer dans l'entreprise tant discutée, à ajouter son petit projet de salut du monde au plan divin plus vaste et de plus grande envergure. Avant d'avoir tout à fait réalisé ce qui se passait, le pas fatal avait été franchi, c'en était fait. Chapitre 4. La réalisation de la faute. Alors là, c'est terrible ce qui se passe, les amis. Les êtres célestes vivant sur la planète étaient en émoi. Adam reconnut que quelque chose allait mal et demanda à Ève de venir auprès de lui dans le jardin Alors, pour la première fois, Adam entendit l'histoire du plan longuement mûri pour accélérer le progrès du monde et opérant simultanément dans 2 directions, la poursuite du plan divin concomitant avec l'exécution du projet de Serapatassia. Tandis que le fils et la fille maternelle s'entretenaient ainsi dans le jardin éclairé par la lune, la voix dans le jardin leur reprocha leur désobéissance. Cette voix n'était autre que la mienne. Lorsque j'annonçais au couple édénique qu'ils avaient transgressé le pacte du jardin, ils avaient désobéi aux instructions des Melchisédek et qu'ils avaient failli à son serment de fidélité au souverain de l'univers. Ève avait consenti à participer à la pratique du bien et du mal.
Le bien est l'exécution des plans divins, le péché est une transgression délibérée à la volonté divine. Le mal est le défaut d'adaptation des plans et d'ajustement des techniques qui se traduit par la disharmonie de l'univers et la confusion planétaire. Chaque fois que le couple du jardin avait mangé du fruit de l'arbre de vie, l'archange gardien les avait prévenus qu'il fallait s'abstenir de céder aux suggestions de Caligasta, tentant de conjurer le bien et le mal. À conjuguer le bien et le mal. Ils avaient été avertis dans les termes suivants: le jour où vous vous mélangerez le bien et le mal, vous ressemblerez sûrement aux mortels du royaume, vous mourrez certainement. Lors de l'occasion fatale de leur rencontre secrète, Ève avait signalé à Cano cet avertissement souvent répété, mais Cano ne connaissait ni l'importance ni le sens de ces remontrances, l'avait assuré que les hommes et les femmes, ayant le bon mobile et des intentions sincères, ne pouvaient faire de mal, que sûrement elles ne mourraient pas, mais vivraient plutôt à nouveau dans la personne de leurs enfants qui grandiraient pour bénir et stabiliser le monde. Bien que ce projet de modifier le plan du vin eût été conçu et exécuté avec une entière sincérité et uniquement avec les mobiles les plus élevés pour le bien du monde, il constituait un mal parce qu'il représentait la mauvaise manière d'atteindre de justes fins, parce qu'il s'écartait du droit chemin du plan divin. Il est vrai qu'Ève avait trouvé Cano plaisant à regarder et qu'elle réalisait tout ce que son séducteur lui promettait comme connaissance nouvelle et accrue des affaires humaines et compréhension plus vive de la nature humaine en complément d'une compréhension de la nature adamique. Cette nuit-là, dans le jardin, je parlais au père et à la mère de la race violette comme c'était mon devoir en ces tristes circonstances. J'écoutais entièrement le récit de tout ce qui avait conduit mes rêves à commettre la faute et leur donnais tous deux des avis et des conseils au sujet de la situation immédiate. Certains furent suivis, d'autres dégainés. Cet entretien est décrit dans vos annales comme le Seigneur Dieu appelant Adam et Ève dans le jardin et leur demandèrent: où êtes-vous? Les générations ultérieures avaient pour habitude d'attribuer directement à une intervention personnelle des dieux tout ce qui était inhabituel ou extraordinaire, que ce soit d'ordre physique ou spirituel. Alors, les répercussions de la faute. La désillusion d'Ève fut vraiment pathétique. Adam discerna toute la malheureuse conjecture malgré son abattement et son cœur brisé. Il ne manifesta que de la pitié et de la sympathie pour sa compagne égarée. Ce fut dans le désespoir de la réalisation de l'échec qu'Adam, le lendemain de la faute d'Ève, rechercha Latola, la brillante femme Nodine qui dirigeait les écoles occidentales du jardin, et commit avec préméditation la même folie qu'Ève. Mais vous ne vous méprenez pas. Adam ne fut pas séduit, il savait exactement ce qu'il faisait. Il choisit délibérément de partager le sort d'Ève. Il aimait sa compagne d'une affection suprahumaine, et l'idée de la possibilité d'une veille solitaire sans elle sur Urantia dépassait ce qu'il pouvait supporter. Quand ils apprirent ce qui était arrivé à Ève, les habitants du jardin devinrent furieux et ingouvernables. Ils déclarèrent la guerre aux Nodites installés dans le voisinage sortant par les portes d'Éden, et ils précipitèrent sur cette population non préparée et la détruisirent de fond en comble. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne furent épargnés, et Cano, le père de Caïn, encore à naître, périt également. Lorsqu'il comprit clairement ce qui était arrivé, Tassia s'effondra dans la consternation. La crainte et le remords lui firent perdre la raison, et le lendemain, ils alla se noyer dans le grand fleuve. Le lendemain, Adam cherchèrent à réconforter leur mère, affolée, tandis que leur père erra seul pendant 30 jours. À la fin de ce délai, le bon sens reprit le dessus. Adam revint à son foyer et commença à faire le plan pour le futur ligne de conduite. Les conséquences de cette folie des parents mal avisés sont bien souvent partagées par leurs enfants innocents. Le noble et intègre fils et fille d'Adam et Ève étaient capables, par une inextricable tristesse due à l'incroyable tragédie dans laquelle ils avaient été si soudain et si brutalement précipités. 50 ans plus tard, les aînés de ces enfants ne s'étaient pas encore remis du chagrin et de la douleur de ces jours tragiques, et spécialement de la terreur éprouvée pendant la période de 30 jours où leur père
avait été absent du foyer, tandis que leur mère affolée ignorait complètement son sort et l'endroit où il se trouvait. De même, de même 30 jours furent pour Ève comme de longues années de chagrin et de souffrance. Cette noble âme ne se remit jamais complètement de cette période atroce de douleur mentale et de tristesse spirituelle. Nul aspect de leur privation et de leur tributation ultérieure ne, ne peut même se comparer dans la mémoire d'Ève à ces terribles journées et à ces affreuses nuits solitaires et intolérables d'incertitude. Elle apprit Elle apprit l'action irréfléchie de Sarapatasia sans avoir ni son compagnon s'était tué de désespoir ou avait été enlevé de la terre en punition de son erreur de conduite. Et lorsqu'Adam revint, Ève éprouva une joie et une reconnaissance qui ne furent jamais effacées par le dur service de leur longue, difficile association de vie. Le temps passait, mais Adam ne fut certain de la nature de leur infraction que 70 jours après la défaillance d'Ève, quand la administration provisoire Melchizedek revinrent sur Urantia et assurèrent la juridiction sur les affaires du monde. Alors il sut que Ève et lui avaient échoué. Mais bien d'autres ennuis se préparaient. La nouvelle de l'anéantissement de la colonie naudite proche d'Éden ne tarda pas à être connue des tribus de Serapatasia. Dans le nord, une grande armée s'assembla bientôt pour marcher sur le jardin. Ce fut le commencement d'une longue guerre acharnée entre les Adamites et les Nodites, car les hostilités durèrent bien près après qu'Adam et ses partisans eurent émigré vers le second jardin, dans la vallée de l'Euphrate. Il y eut une intimité intense et prolongée entre cet homme et la femme, entre sa semence et la semence de la femme. 6. Adam et Ève quittent le jardin. Lorsqu'Adam apprirent que les Nodites étaient en marche, il demanda le conseil de Melchizedek, mais ceux-ci refusèrent de lui donner un avis. Ils se bornèrent à lui dire d'agir au mieux de son idée et lui promirent leur coordination amicale dans toute mesure du possible dans la ligne de conduite qu'ils auraient choisie. Les Melchizedek avaient reçu l'interdiction de s'immiscer dans les plans personnels d'Adam et Ève. Adam savait que lui et Ève avaient échoué. La présence de l'administrateur provisoire Melchizedek le lui avait annoncé, mais il ne savait encore rien de leur statut personnel ni de leur sort futur. Il tint conférence pendant toute la nuit avec 1200 partisans loyaux qui s'engagèrent à suivre leur chef. Le lendemain à midi, ces pèlerins s'en allèrent d'Éden à la recherche de nouvelles demeures. Adam n'aimait pas la guerre et choisit en conséquence d'abandonner sans opposition le premier jardin aux Nodites. La caravane édénique fut arrêtée le 3e jour de sa sortie du jardin par les transports séraphiques arrivant à Jérusalem. Pour la première fois, Adam et Ève furent renseignés sur ce qu'allait être leur sort de leurs enfants. Tandis que les transporteurs se tenaient prêts, les enfants qui étaient arrivés à l'âge adulte, 20 ans, reçurent l'option de rester sur Urantia avec leurs parents ou de devenir pupilles des Très-Hauts de Norliatadek. Les 2 tiers choisirent d'aller sur Edensa, environ un tiers décida de rester avec leurs parents. Tous les enfants n'étaient pas d'âge à choisir furent emmenés sur Edensia. Nul n'aurait pu assister à la pénible séparation du fils et de la fille matérielle avec leurs enfants sans réaliser que la voie des transgresseurs est rude. Les descendants d'Adam et Ève sont à présent sur Edensia et nous ignorons ce que l'on fera d'eux. Ce fut une bien triste caravane qui se prépara à continuer son voyage. Peut-on imaginer plus tragique? Être venu sur un monde avec tant d'espoir et avoir été accueilli sous d'aussi beaux auspices, puis quitter Éden dans la disgrâce et encore perdre 3/4 de leurs enfants avant même d'avoir trouvé une nouvelle résidence. La dégradation d'Adam et Ève. Eh ben dis donc. Chapitre 7 donc. Ce fut pendant l'arrêt de la caravane édénique qu'Adam et Ève furent renseignés sur la nature de leur transgression et informés du sort qui les attendait. Gabriel apparut pour prononcer le jugement et voici le verdict. L'Adam et Ève planétaires d'Urantia sont jugés en défaillance. Ils ont violé le pacte de leur mission en confiance comme dirigeants de ce monde habité. Abattus
Par leur sentiment de culpabilité, Adam et Ève furent cependant grandement réconfortés par l'annonce que leur juge de Salvindung les avait absous de toute accusation d'avoir outragé le gouvernement de l'univers. Ils n'avaient pas été jugés coupables de rébellion. Ah, c'est bien parce que ça induit qu'ils ne vont pas avoir de procès à la fin de cette aventure de la rébellion luciférienne et surtout que leur survie dans l'éternité n'est pas compromise. Parce que autant il y a la vie sur Terre, mais il y a la vie dans l'éternité, et ça c'est beaucoup plus important. Le couple édénique fut informé qu'il s'était lui-même abaissé au statut des mortels du royaume et qu'il fallait désormais se conduire comme un homme et une femme d'Urancia en envisageant l'avenir des races du monde comme étant le leur. Ça pique. Longtemps qu'avant Adam et Ève eussent quitté Jérusalem, leur instruction leur avait pleinement expliqué les conséquences de tout manquement vitaux au plan divin. Je les avais personnellement prévenus maintes et maintes fois aussi bien avant qu'après leur arrivée sur Eurancia que la réduction au statut de chair mortelle serait le résultat certain de pénalités sûres qui accompagnent infailliblement une carence dans l'exécution de leur mission planétaire. Mais il est essentiel d'avoir certaines notions du statut d'immortalité de l'ordre matériel de filiation pour comprendre clairement les conséquences entraînées par la faute d'Adam et Ève. 1. Adam et Ève, comme leurs semblables de Jérusalem, maintenaient leur statut d'immortalité par ascension intellectuelle avec le circuit de gravité mortelle de l'esprit. Quand le soutien vital est rompu par disjonction mentale, alors quel que soit le niveau spirituel de l'existence de la créature, le statut d'immortalité est perdu. Le statut mortel suit la décomposition physique, était en conséquence inévitable de la faute intellectuelle d'Adam et Ève. Le fils et la fille matérielle d'Urancia étaient aussi personnalisés dans la similitude de la chair mortelle de ce monde. Ils dépendaient donc de plus d'un double système circulatoire, le premier dérivé de la nature physique, le second de la super-énergie accumulée dans le fruit de l'arbre de vie. L'archange conservateur de l'arbre avait toujours averti Adam et Ève qu'un manquement à la confiance culminerait dans une dégradation de statut. L'accès à cette source d'énergie leur fut refusé à la suite de leur défaillance. Caligasta avait réussi à prendre Adam et Ève au piège, mais n'avait pas réalisé son dessein et les entraînait dans une rébellion ouverte contre le gouvernement de l'univers. Ce qui faisait fait réellement mal. Ce qu'ils avaient fait était réellement mal. Mais jamais ils ne furent coupables d'avoir outragé la vérité. Ils ne s'étaient pas non plus engagés consciemment dans la rébellion contre la juste autorité du Père universel et de son Fils créateur. Là, c'est le dernier chapitre, c'est la prétendue chute de l'homme, chapitre 8. Adam et Ève furent vraiment déchus de leur état supérieur de filiation matérielle jusqu'à l'humble statut des hommes mortels. Mais ce ne fut pas la chute de l'homme malgré les conséquences immédiates de la défaillance adamique. La race humaine fut élevée bien que le plan divin du don de la race violette au peuple d'Urancia ait avorté. La race mortelle ont tiré un immense profit de la contribution limitée qu'Adam et sa descendance apportèrent aux races d'Urancia. Il n'y a pas eu de chute de l'homme. L'histoire de la race humaine est une évolution progressive et l'effusion adamique a laissé les peuples du monde grandement améliorés par rapport à leurs conditions biologiques antérieures. Les lignées supérieures d'Uranciens contiennent maintenant des facteurs héréditaires dérivés de pas moins de 4 sources séparées: andonite, sanguique, nodite et adamique. Adam ne devrait pas être considéré comme une source de malédiction pour la race humaine. Certes, il échoua dans l'exécution du plan du vent, il transgressa son pacte avec la déité et son statut de créateur, et celui de sa compagne furent très certainement abaissés, mais nonobstant tout cela, leur contribution à la race humaine a beaucoup fait progresser la civilisation sur Urantia. En estimant le résultat de la mission adamique sur votre monde, la justice exige que l'on reconnaisse la condition de la planète. Adam fut confronté à une tâche presque désespérée lorsqu'il fut transporté avec sa belle compagne de Jérusalem sur ce monde obscur et perturbé. Pourtant, ils avaient suivi les conseils des Melchizedek et de leurs associés. Ils avaient été plus patients, ils auraient fini par réussir
Sire, mais Ève écouta la propagande insidieuse pour la liberté personnelle et la liberté d'agir sur la planète. Elle fut conduite à faire l'expérience avec le plasma vital de l'ordre matériel de filiation, en ce sens qu'elle permit à ce vivant dépôt de confiance de se mêler prématurément à celui de l'ordre qui était alors mixte. Ce dernier était celui du modèle originel des porteurs de vie qui avait été combiné antérieurement avec celui d'êtres reproducteurs jadis attachés à l'état-major du prince planétaire. Au cours de toute votre ascension au paradis, vous ne gagnerez jamais rien en essayant impatiemment de vous dérober au divin plan établi au moyen de raccourcis, d'inventions personnelles ou d'autres expédients pour améliorer le chemin de la perfection, vers la perfection et pour la perfection éternelle. Somme toute, il n'y eut probablement jamais sur aucune planète de Nébadon un avortement de sagesse plus décourageant. Mais il n'était pas surprenant que les faux pas se produisent dans les affaires de l'univers évolutionnaire. Nous faisons partie d'une création gigantesque et il n'y a rien d'étrange à ce que tout ne se passe pas à la perfection. Notre univers n'a pas été créé parfait, la perfection est notre but éternel et non notre origine. Si l'univers était mécanique, si la grande source centre première n'était qu'une force et non aussi une personnalité, si toute la création était un immense agrégat de mammifères physiques dominés par les lois précises caractérisées par des actions énergétiques invariables, alors la perfection pourrait prévaloir, mais sans que le statut de l'univers soit parachevé. Il n'y aurait nul désaccord, nulle friction, mais dans notre univers en évolution, la perfection est d'imperfection relative. Nous nous réjouissons que des désaccords et des malentendus soient possibles, car ils apportent la preuve du fait et de l'action de la personnalité dans l'univers. Si notre création est une existence dominée par la personnalisation, alors vous pouvez être assuré que la survie, le progrès et l'aboutissement de la personnalité sont possibles. Nous pouvons avoir confiance dans la croissance, l'expérience et l'aventure de la personnalité. Combien l'univers est glorieux parce qu'il est personnel et progressif et non simplement mécanique ou même passivement parfait. Présenté par Solonia, la voix séraphique dans le jardin. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et dites dans les commentaires si vous voulez d'autres contenus similaires. A très bientôt.